Selon vous, ce serait quoi la discipline la plus compliquée sur Minecraft? Celle qui demande le plus de talent, de skill. Certains pourraient penser au PVP avec ses mécaniques complexes nécessitant un apprentissage considérable, d'autres évoqueraient le speedrun où les joueurs sont prêts à recommencer encore et encore pour obtenir la carte parfaite, les timings parfaits, la chance parfaite. Eh bien laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Car si je vous disais que la pratique la plus difficile de Minecraft réside dans l'un des mouvements les plus basiques, présents dans presque tous les jeux vidéo, le saut. Le parcours, si vous n'en avez jamais réellement fait, vous pouvez penser qu'il s'agit simplement d'une pratique pour se détendre et se changer les idées. Et même si vous avez déjà essayé et que vous vous considérez comme un bon joueur de jump sur Minecraft, vous pourriez dire que c'est facile, c'est chill. Le jump, c'est simple. Laissez-moi vous dire que vous faites fausse route. Vous risquez d'être abasourdi car je vais vous montrer qu'il existe des jumps que statistiquement vous n'êtes pas capable d'accomplir. Le jump sur Minecraft, ce n'est pas simple. Et vous avez peut-être vu passer ces TikTok de jump Minecraft Noob vs Pro, enfin qui sont présentés comme pro. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais on se dit que c'est faisable avec un petit peu de travail, de patience. Patience, un peu comme tout finalement. Mais aussi précision, habileté, persévérance. Et même dit comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Attendez-vous à être surpris, car nous allons briser tous ces préjugés dans cette vidéo. Bon, le jump c'est un art qui demande précision, habileté et persévérance. Retenez bien ça car on va en avoir besoin tout au long de la vidéo. Mais déjà, en quoi ça consiste le jump sur Minecraft? À sauter, oui, vous pouvez simplement sauter d'un bloc à un autre, entre lesquels il y a 1, 2, 3, 4 blocs de vide, simplement tout droit, qu'on appellera donc des 1B, 2B, 3B ou 4B, ou bien en diagonale, comme les 2x2, 3x2, 3x3, oui parce qu'il existe tout un vocabulaire spécifique en jump sur Minecraft. Quasiment chaque jump peut être nommé selon ses spécificités, et ça peut aller très loin. Cobble wall, backward, pre-gapped butterfly, -0.5 to cake with web on mm. Ou alors... Mais bon, notre objectif aujourd'hui n'est pas de nous aventurer si loin dans les détails. S'ajoute à cela des jumps en hauteur qu'on va nommer avec un plus, ça va nommer des 3B plus 1 par exemple. Et déjà là, même si ça paraît simple, je vous assure qu'enchaîner des jumps comme ça demande une certaine maîtrise. Par exemple, parfois vous devrez arrêter de courir car sinon vous serez trop rapide, mais au contraire parfois vous pouvez avoir un saut de 3 blocs devant vous et sur le côté qui va vous demander de reculer, de prendre de l'élan pour réussir votre jump, précision, habileté et persévérance. Mais là on n'a pas parlé de tous les types de blocs sur lesquels vous pouvez potentiellement vous retrouver, la glace qui vous fait glisser et aller encore plus vite, les cactus qui vous permettent de vous positionner sur le côté d'un bloc mais aussi vous demandent parfois d'avoir un timing encore plus affiné en faisant des jumps possibles qu'avec la propulsion du dégât que vous prenez en frôlant le bloc, les slime blocks qui comme les mobs vous font rebondir, mais vous avez aussi des jumps avec de l'eau, de la lave, avec des barrières qui sont très énervantes car vous devez vous positionner sur une surface qui n'est même pas d'un bloc entier, donc vous devez être encore plus précis qu'avant et surtout ne pas tomber. Pareil pour les vitres en verre qui sont encore plus fines, des dalles qui ne prennent qu'un demi-bloc de hauteur, les pistons qui vont vous demander de basculer un levier ou d'appuyer sur un bouton au milieu de votre jump, des trappes avec la même mécanique, des cobwebs ou toiles d'araignée en français qui vous prennent au piège et vous ralentissent, pareil pour les blocs de Soul Sand, patience, persévérance. Et j'ai sûrement oublié certains blocs qui de toute façon s'ajouteront au fur et à mesure que les versions de Minecraft avancent et on peut déjà aller très loin avec ce qu'on a. Accrochez-vous bien, ce n'est pas fini. Vous avez ensuite les jumps sur lesquels vous avez des blocs au-dessus de vous, qu'ils soient positionnés avant votre saut, pendant ou après votre saut. On les appelle les head hitters. Selon la hauteur, ça va être des 2BC, 3BC, C pour sailing qui veut dire plafond et B pour bloc, et ça demande encore une meilleure gestion de votre timing. Vous devez d'abord vous mettre au bord du bloc, avancer, puis sauter à la toute fin, mais encore ça va, car je ne les ai pas oubliés, les fameux jumps avec des échelles ou des lianes qui vont vous demander de vous accroupir pour ne pas tomber, surtout quand vous devrez à nouveau sauter d'échelle en échelle sur le côté. Justement ces jumps qui vous demandent de parcourir des obstacles, à savoir les Néo. Ce nom vient du perso Neo qui esquive des balles dans le film Matrix. Cette anecdote, vraie ou fausse?
Plus sérieusement, les Neo qui sont en quelque sorte les jumps les plus emblématiques et peut-être les plus impressionnants, dans lesquels vous avez des blocs placés devant vous qui vont vous demander encore plus de précision concernant votre timing de saut, à gauche, à droite, en diagonale avec 1, 2, 3 blocs de longueur qui vous séparent, avec à nouveau des blocs, vous pouvez même avoir des trappes, du verre ou encore des têtes sur le côté, et ce qui le rend compliqué c'est que ce jump n'est pas linéaire, sa trajectoire est obligatoirement une courbe, et c'est surtout l'une des distances les plus grandes qui soit possible. Pour un triple Neo, donc un jump Neo avec 3 blocs d'obstacles devant vous, la distance parcourue est de 3,6 blocs, qui en fait représente plus qu'un quad qui est l'autre nom qu'on nomme un 4B. Et là normalement vous vous demandez pourquoi 3,6 et pas 3? Sur Minecraft, notre joueur a une certaine hitbox qui est de 0,6 blocs de côté. Si vous avez déjà joué à Minecraft, vous avez certainement remarqué que lorsqu'on se positionne au bord d'un bloc en étant accroupi, on peut le dépasser très légèrement. Le centre de notre joueur étant au centre de notre hitbox, nous pouvons en quelque sorte dépasser les blocs de 0,3 blocs. Ce qui fait que pour un jump normal de 4 blocs, on peut à la fois sauter à une distance de 0,3 blocs plus loin du bloc de départ, mais aussi atterrir à une distance de 0,3 blocs avant le bloc d'arrivée. Au final, quand vous faites un quad, la distance réelle n'est pas de 4 blocs, mais de 3,4 blocs. Bon, et donc pour le Neo, cette distance est augmentée et non pas diminuée. On n'est donc pas à 3 blocs de distance, puisqu'on ajoute à ça 2 fois 0,3 blocs de distance en plus. Autre détail important, c'est que quasi tous les joueurs de jump jouent en 1.8. Et en 1.8, la hitbox des blocs de Minecraft est différente selon l'endroit où l'on regarde. C'est différent selon que ce soit vers l'est et l'ouest, ou vers le nord et le sud. On appelle ça le X et Z facing, X et Z pour les directions de Minecraft. En Z, on peut se coller à un rebord d'un bloc, par exemple pour un Neo, et sauter pour faire le jump. C'est d'ailleurs la technique la plus utilisée pour les réussir. Mais en X, il faut reculer un peu en sneak, car sinon on se prend un rebord invisible provenant du bord de l'obstacle. Ça va? Vous suivez? Dans l'univers de Minecraft, le temps est aussi mesuré en ticks. C'est l'unité fondamentale du jeu. Chaque action que vous effectuez nécessite un certain nombre de ticks pour se concrétiser. En d'autres termes, il faut attendre un tick qui équivaut à 50 millisecondes après avoir effectué une commande ou une action pour que celle-ci prenne effet dans le monde virtuel de Minecraft. Cette notion de timing précis et de synchronisation entre vos inputs et les réactions du jeu est essentielle pour réussir vos mouvements et interagir efficacement avec l'environnement. Et en jump, c'est pareil. Les joueurs se basent énormément sur les ticks pour créer des timings parfaits. Et on a ce qu'on appelle les cycles de ticks. En gros, en sautant sur une surface plate, il est possible de sauter tous les 12 ticks. Tandis qu'avec une élévation normale par exemple, il est possible de sauter tous les 9 ticks. Le plus petit cycle de ticks pour les jumps étant celui avec un editor sous des trappes d'or avec un saut tous les 2 ticks. Bref, plus ce cycle est petit, plus on saute loin. D'ailleurs, je vous ai menti en disant que le jump le plus loin était un jump de 4B ou un triple Neo, car il est carrément possible, grâce à cette technique, de faire un jump 5B, et ce, sans utiliser des blocs avec des propriétés d'accélération comme la glace. Mais bien sûr, ça n'arrive presque jamais en circonstances réelles d'un parcours. Mais pour être bon en jump et avoir la bonne vitesse quand vous en avez besoin, il faut aussi avoir un bon momentum. Le momentum, c'est l'art de prendre le bon élan pour faire un jump. Plus on a de blocs derrière nous pour réussir notre jump, plus on peut prendre d'élan et donc de vitesse. Cela est dû au fait que le tout premier jump est moins rapide que les suivants. On a donc des 1BM, 2BM, 8BM pour block momentum. Mais parfois, on n'a pas beaucoup de blocs derrière nous. Et pourtant, on peut quand même utiliser le momentum pour faire notre jump. La technique de base à connaître, c'est le FM ou FMM qui équivaut au Forced Momentum. C'est le plus simple momentum qui est très efficace partant d'un bloc complet. Pour ça, vous vous positionnez sur le bord arrière du bloc sur lequel vous vous trouvez, vous gardez votre touche de jump activée, vous avancez quand vous atterrissez sur le bloc, puis vous sprintez quand vous êtes en l'air. Ça permet de ralentir suffisamment pour ne pas tomber trop tôt, tout en prenant de l'élan. Vous vous rappelez des jumps à 4 blocs d'avant? Avec un Forced Momentum bien maîtrisé, vous êtes censé pouvoir les valider à tous les coups. Mais bon, cette technique, elle ne peut pas être utilisée si on a un bloc au-dessus de nous. C'est là qu'intervient une nouvelle technique, le PC. Ouais, me demandez pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais toujours est-il que c'est utilisé notamment pour réussir un 4B, mais cette fois-ci en editor. On se met au bord arrière du bloc, on maintient la touche de jump, puis on avance en sprintant au moment où on touche le plafond. Ça permet d'avoir le momentum parfait pour passer un editor. Mais ça peut aussi être utilisé dans d'autres circonstances, puisque cela permet de gagner de la vitesse sur des très petites surfaces. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu, car là on est qu'au début, puisque le momentum peut aussi être géré avec des sauts en arrière puis en avant, qu'on appelle les backward momentum, ou BM, ou BWM. Pour aller encore plus vite et faire des jumps à la limite de la distance possible, il existe aussi des turns à 45 degrés qui font gagner de la distance, on les appelle les 45 strafe, et qui peuvent s'enchaîner. Oui,
le fait de tourner à 45 degrés, ça vous fait gagner de la vitesse. Ah, et bien sûr, pour vérifier tout ça, voir votre progression et ajuster vos mouvements, il y a des petits cracks qui ont créé des modes comme MPK qui sont utiles dans toutes les disciplines de parcours pour savoir quel a été votre dernier timing, le dernier turn effectué, sa vitesse ou encore plein d'autres informations complexes. Il peut même être utilisé pour faire des macros afin de trouver si des jumps sont réellement possibles. Il y a aussi des discords réunissant tous les joueurs du monde en parcours avec des rôles en fonction de ce qui a été accompli avec environ 2300 des meilleurs joueurs au monde. Ah, et dernier truc, il existe même des jumps abusant de glitch présents dans le jeu comme le blip up qui abuse d'un bug permettant parfois de sauter plus haut si l'on saute exactement entre deux blocs de hauteur différentes. Maintenant que je vous ai bien perdu avec tout ce jargon et en explorant ne serait-ce qu'une partie, mais au moins les bases de l'étendue des possibles de cette discipline qu'est le jump, la question qu'on peut se poser, c'est comment on joue? C'est vrai, là je vous parle de toutes ces techniques qui ont été établies découlant des mécanismes de Minecraft, mais ne pensez pas que la plupart des joueurs expérimentés se contentent de le faire en solo. Il existe des serveurs spécialement dédiés sur lesquels on a la possibilité de jouer sur des maps spécifiques, mais aussi à des mini-jeux de jump. Vous connaissez sûrement déjà le Jump League sur Gomme HD, le Housing sur Hypixel, mais ça c'est pas pour les pros. Il existe d'autres serveurs comme Maniacube, et encore bon ça c'est pas vraiment pour les pros, Jumpcraft, oui c'est le serveur qui a explosé en popularité après les vidéodramas, Linkcraft, Ibis Network, Scoville, HPK, qui proposent chacun des jumps selon les catégories. Et là vous vous demandez, les catégories? Oui, en fait il y a en tout 4 disciplines différentes en jump et laissez-moi vous les présenter rapidement. Le premier c'est le segmented, ce sont des parcours composés de petites sections de plusieurs jumps à la fin desquels on a le droit à un checkpoint qui nous garantit de ne jamais avoir à refaire la partie qu'on a terminée. Puis on a le speedrun qui, vous l'avez deviné, consiste à réussir à faire le temps le plus court possible sur des maps prédéfinies avec un point de départ et d'arrivée. C'est d'ailleurs la discipline la plus sous-cotée entre guillemets par les joueurs jump, avec probablement la plus petite commu, et c'est pourtant le speedrun qui possède les vidéos jump les plus vues au monde. Et c'est ce qui permet de faire les moves les plus smooth en parcours et ça permet vraiment de faire des vidéos impressionnantes. Ensuite il existe encore une sous-catégorie dans le speedrun qui est le only sprint, qui est assez anecdotique pour beaucoup de joueurs car elle ne compte qu'une dizaine de joueurs qui tryhard vraiment, et ça consiste tout simplement à speedrun des maps sans relâcher une seule fois sa touche de sprint, ce qui peut créer des maps très difficiles car elles demandent une gestion parfaite de son momentum, mais surtout des vidéos vraiment très impressionnantes. Regardez-moi ça. Troisième catégorie, le one jump, qui est une discipline de parcours extrêmement exigeante qui se distingue par sa simplicité apparente, ne réaliser qu'un seul saut. Les adeptes de ce style de jump repoussent sans cesse les limites de leurs compétences, ils refont le jump en boucle encore et encore, cherchant à perfectionner leur timing, leur précision et leur coordination. Et enfin on a les maps rank up qui sont basées sur le fait que le joueur n'a jamais de réel checkpoint. Il y a plusieurs sections comme en segmented, mais seul le design de la map peut permettre de revenir à certains points. Il y a deux types de parcours, les fail safe ou FS, si on tombe on revient simplement au début de la section, et les live death ou LD, si on tombe on doit revenir plusieurs sections en arrière, voire au début du jump, parce que la dernière section qu'on appelle aussi le sky est quasiment toujours présent à la fin de la map, et elle pour le coup elle n'est jamais fail safe car toujours plus haut que la hauteur de départ. Et comment dire que le rank up c'est certainement le style de carte le plus challengeant pour les joueurs de jump, car elle mélange à la fois difficulté, endurance et précision, car on y retrouve des jumps qui demandent un momentum parfait, mais aussi une certaine rapidité d'exécution parce que ces parcours sont interminables. En fait, vous voyez les Jump League, les vidéos TikTok de parcours, tout ça, les Guild Games, c'est que la face émergée de l'iceberg. Des maps à l'heure actuelle n'ont jamais été complétées entièrement par un humain, ont demandé des milliers d'heures de tryhard et toujours rien. Mais ça, on le réserve pour une prochaine vidéo. Tiens, vous voyez dans la catégorie Rank Up toujours, voici la map Endurance Hall, qui a pris 4 mois à être terminée. Mais moi ce qui m'impressionne encore plus, ce sont tous ces joueurs en one jump qui répètent encore et encore les mêmes timings. Et bien qu'il n'y ait qu'un seul jump, cela demande aussi d'être extrêmement précis car tout se passe en un rien de temps. En fait, il est possible de classer les jumps selon leur difficulté, D1, D2, D3 désignant les jumps jugés comme les plus simples et D11 les plus durs en termes de précision. En gros, il y a un peu 3 points pour juger
de la difficulté d'un jump. Les inputs, à savoir les commandes d'entrée à réaliser, s'il faut reculer, avancer, aller à droite, à gauche, en sprint, en sautant ou sans sauter, les turns, donc en gros l'angle auquel tourner pour réussir le jump, duquel découle le post-by, autrement dit possible par ou possible de, c'est la valeur maximale par laquelle on peut atterrir sur le jump. Imaginons par exemple qu'un jump soit post-by 0,00024, et bien on pourra atterrir à une distance de 0 à 0,00024 de l'arrivée. On ne pourra donc pas arriver plus loin du bloc d'arrivée. De manière générale, plus cette valeur de post-by est petite, plus le jump est précis. Bref, commençons. Vous savez quoi? Je vais maintenant vous montrer les jumps les plus durs du jeu. 3 blocs momentum, backward pain to pain, neo, one block landing. Ce jump a un post-by de 0,002 blocs. Le timing nécessaire est ultra précis et je vous le dis tout de suite à ce moment-là de la vidéo, moi j'y arrive pas du tout, donc on va utiliser d'autres vidéos. Là le joueur il est d'abord allé en avant et à gauche en même temps, puis il a sauté pour enfin un tic après appuyer sur avancer et droite en même temps. Tout ça en devant se tourner. Je vous jure, essayer, c'est une galère. Bon allez, on enchaîne. Voici un timing encore plus compliqué à gérer. Un jump faisable à 0,0005 blocs. Pain wall momentum, butterfly neo. Et on dirait pas comme ça, mais le fait d'avoir juste une vitre sur le côté, ça multiplie la difficulté d'un simple néo par 10 voire par 100. Et surtout ça demande d'avoir presque parfaitement un angle précis à chaque tic. Mais si vous avez l'impression que ce jump est difficile juste parce qu'il y a des vitres, vous n'êtes pas prêt pour le prochain qui utilise des têtes sur le côté. Flat momentum head to head. Ici ça utilise l'élan pour un maximum de vitesse, mais ça utilise aussi l'inertie. Et bien sûr la physique de Minecraft n'est pas identique à celle de la vraie vie, mais c'est un peu comme ça que fonctionne l'inertie dans le jeu. Bon allez, petit retour en cours de physique au lycée. Explication très grossière. Bon, imaginez que vous êtes dans un parc et que vous êtes assis sur un banc. Pour bouger, vous devez pousser sur vos jambes et vous lever, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, l'inertie, c'est une force qui rend les objets paresseux, comme s'ils ne voulaient pas changer leur façon de se comporter. Si un objet est immobile, il a tendance à rester immobile. Et si un objet est en mouvement, il a tendance à continuer à bouger dans la même direction. Imaginez que vous posiez une petite voiture sur le sol, si personne ne la rattrape, elle va continuer à rouler jusqu'à ce qu'elle rencontre quelque chose qui l'arrête, comme un mur ou un autre jouet. Les objets ont une sorte de paresse qui les fait rester en place ou continuer à bouger tout droit, à moins qu'une force extérieure ne les arrête ou ne les fasse bouger dans une autre direction. Maintenant, si vous voulez arrêter la voiture, vous devez utiliser une autre force, comme poser votre main devant elle pour l'arrêter. C'est un peu comme si les objets avaient leur propre volonté et qu'ils préféraient rester tranquilles ou continuer ce qu'ils faisaient. Mais si vous le voulez bien, revenons-en à notre jump de tout à l'heure. Sur Minecraft, si on se déplace à moins de 0,005 blocs par tic, qui je le rappelle représente 50 millisecondes, dans un axe X ou Z, eh bien cette valeur est nullifiée. Ce qui signifie que nous ne nous déplaçons que dans un seul axe pour passer une grande distance. Souvent en parcours, cette dernière est en Z en raison du bug de facing qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est ça qui est utilisé dans ce jump. L'objectif, c'est d'atteindre l'inertie dans l'axe X pour aller suffisamment loin en Z. Sauf que pour ça, ça suppose aussi de faire un double turn, avoir un premier angle de notre curseur qu'on appelle le jumper angle au tout premier turn au moment du saut, à une valeur précise, ici 7,7 degrés, avec une marge d'erreur de quelques dixièmes de degré, et un deuxième turn à 45 degrés à la fin du tour. 8 BM, 7,0625 moins 5 B. Et oui, c'est bel et bien un jump de 7 blocs de long et 5 blocs de hauteur, et non l'inverse. Autrement dit, une distance qui, à nouveau, semble impossible à réaliser. Et surtout qui demande de prendre de la vitesse à l'aide de 3 turns à 45 degrés d'affilée. Le post-by de ce jump est de 0,0015 B, qui fait que chaque coup de souris à 45 degrés doit être presque pixel perfect. Pas 44, pas 46, mais bien 45 absolument. Et ça, 3 fois d'affilée. 1 BM, 5,3125 moins 1,5. Ouais, vous avez bien lu, plus de 5 blocs, c'est possible, même avec un seul bloc derrière soi. Et oui, il y a 1,5 bloc de hauteur, mais voilà. Si celui-là, vous me dites que vous y arrivez, ben GG à vous. Ce jump a un post-by de 0,00068 blocs. Et sachez qu'il est considéré comme le jump le plus dur du jeu, ayant été réussi par un humain. Et généralement, ils prennent longtemps, très longtemps avant de le passer. Voilà, ce joueur qui est l'un des 3 seuls au monde à l'avoir réussi, sa vidéo s'appelle D11 la limite humaine et il a pris plus de 2 ans. Bon, et du coup c'est quoi la technique pour le réussir? Vous vous positionnez d'abord sur le coin à gauche du bloc, vous avancez, puis vous faites un turn à 45 degrés sur votre droite afin d'être le plus loin possible sur votre bloc, et vous vous ravancez en n'oubliant pas de rapidement refaire un turn à 45 degrés pour prendre suffisamment de vitesse. Voilà, donc généralement quand vous avez réussi à faire ça, ça donne lieu à de l'excitation, de la joie, beaucoup de joie. En fait, vous savez quoi? Vous n'avez qu'à admirer juste
cette règle. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bon, vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'il y avait des jumps que vous n'arriverez jamais à réussir. Ceux que je vous ai évoqués précédemment demandent déjà une telle précision que bon, il y a vraiment très peu de joueurs en parcours sur Minecraft qui sont capables de les réaliser. Mais encore bon, si vous êtes très talentueux, après plusieurs dizaines, centaines, milliers d'heures, vous pouvez techniquement y arriver. Mais si je vous disais qu'il y avait des jumps qui en apparence semblent possibles, mais qui en réalité sont impossibles. Regardez, ce jump, un 2B plus 0,5. Ça paraît simple, non? Et pourtant, là, vraiment, c'est impossible. Et ça paraît étrange puisque, si vous vous rappelez, des blocs de 3, 4 blocs de distance sont réalisables, théoriquement. Et on a pu voir qu'il était même possible d'aller encore plus loin avec d'autres techniques plus avancées. Et puis, il y a des gens qui arrivent à faire des éditeurs de 4 blocs de distance. Donc, le problème, c'est pas non plus l'écart entre les deux blocs d'arrivée. Alors, pourquoi ce jump est impossible? Vous vous rappelez avant, je vous avais dit que tout marche en tic sur Minecraft. Quand on joue, on peut avoir l'impression que notre jeu est fluide et chacune de nos actions s'effectue en temps réel. Pourtant, c'est une illusion masquée par les graphismes du jeu. Le temps est décomposé en 20 ticks par seconde, et bien que vous n'ayez pas l'impression de jouer en 20 FPS, le jeu ne se met qu'à jour 20 fois par seconde. Un jump en conditions normales, où on commence à sauter jusqu'à l'atterrissage, je vous avais dit que ça durait 12 ticks, soit 600 millisecondes. Et la position dans l'axe Y en hauteur dans laquelle se positionne le joueur à chaque tick est ce qu'on appelle un tiers. Ce qui fait qu'on ne tombe jamais de manière entièrement fluide avec un nombre infini de valeurs selon l'axe Y, mais plutôt avec 12 valeurs au courant d'un jump. Donc pendant l'entièreté de ce jump, on va parcourir ces 12 valeurs en coordonnées dans l'axe Y. Sauf qu'en fait, du coup, si on regarde bien, pour qu'on puisse réussir le jump dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est nécessaire qu'une de ces 12 valeurs soit comprise dans l'écart entre nos deux blocs d'arrivée. Autrement dit, entre une coordonnée entière correspondant à la position sur le sol comme 0 et la coordonnée correspondant à la position touchant le plafond, soit 0,2 blocs en plus que la valeur précédente, soit ici 0,2. Or, si on revient à nos 12 valeurs parcourues pendant notre saut, en fait, il n'y en a aucune qui est comprise dans cet écart. Le jump est donc impossible. Et de la même manière, certains jumps qu'on pourrait penser différents sont en réalité exactement les mêmes, car leur différence n'est pas suffisamment significative pour que le saut se réalise dans un autre tick. Ça va? Vous avez compris? Bon allez, vous savez quoi? Un dernier jump pour la route qui va introduire une nouvelle technique qu'on appelle le double sneak. 1,5 BM, Head Butterfly to Ladder. Bon, vu comme ça, on se dit que c'est un simple Néo avec une tête sur le côté, donc un Head Butterfly Néo, mais pas vraiment. Avec l'échelle, le joueur doit sneak une première fois, le relâcher pendant un tick et re-sneak une nouvelle fois. Le fait de desneak, ça va lui permettre de diminuer sa coordonnée Z en se rapprochant de l'échelle sans tomber trop tôt. Et ça permettra aussi d'augmenter sa coordonnée Y grâce à son turn à un angle précis. Ouais, bon, vous l'aurez compris, le parcours, c'est une véritable démonstration de persévérance et de recherche de perfection. L'idée avec cette vidéo, c'était surtout de vous montrer l'étendue de toutes les mécaniques que des joueurs ont mis en place pour réussir des jumps sur Minecraft. J'espère que mes explications vous auront permis de les comprendre un maximum, mais à vrai dire, j'ai le sentiment que si vous ne pratiquez pas le jump sur Minecraft, vous ne pouvez pas réellement comprendre. Cette vidéo, elle est juste là pour vous ouvrir une porte, soit vous y rentrez, soit vous restez dehors. Car ce n'est que lorsqu'on se met à jouer qu'on prend conscience de l'envergure de cette discipline. Je vous assure, essayez les jumps dont je vous ai parlé à la fin. C'est pas contre vous, mais je suis sûr que vous n'y arriverez pas avant de vous être longuement entraîné et surtout d'être conscient de la stratégie à adopter. La recherche du timing idéal peut sembler insurmontable, mais cette communauté qui est quand même très petite ne se décourage pas et continue à s'entraîner inlassablement pour améliorer leur performance. Et évidemment, le fait de pouvoir voir sa progression, c'est un outil essentiel qui leur permet de comprendre leurs erreurs, d'ajuster leurs techniques et d'évoluer constamment vers l'objectif qu'ils se sont fixés. Car imaginez jouer sans même savoir si on s'améliore, ce serait beaucoup trop frustrant. Car évidemment, l'objectif final, c'est le résultat à atteindre, mais il est important de ne pas perdre de vue l'essence même du parcours. C'est aussi dans le plaisir de chaque tentative, dans la progression constante, dans les petits pas accomplis que réside le véritable accomplissement. Mais ça demande un mental de folie. En espérant vous avoir convaincu de la difficulté du jump sur Minecraft, sur ce, c'était Mastic, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.